Eh bien, bonjour à tous pour ce nouveau webinaire qui s'intitule « Comment utiliser la connaissance fournisseur comme levier de performance ». Voilà, une thématique qu'on a choisie qui est au cœur de l'actualité pour beaucoup de sociétés. On va attendre peut-être 1 ou 2 minutes, juste le temps que tout le monde se connecte. Et en préambule, on va vous présenter effectivement la plateforme Livestorm sur laquelle nous sommes pour cette présentation. C'est juste au slide suivant. Hop là. Ça voilà. Pardon. Donc, en préambule, ce webinaire, donc, il est automatiquement enregistré. Hein, donc, vous recevrez en fin de présentation le replay de ce webinaire avec l'ensemble des supports. Pour échanger, vous avez 2 options, effectivement, un onglet questions sur lequel vous pouvez effectivement poser, comme son nom l'indique, vos questions. Et puis pour toute autre demande, voilà, vous avez également le chat. Ce qui peut être sympa pour voir si ça fonctionne bien pour les gens présents déjà, c'est de nous dire, par exemple, d'où est-ce que vous nous écoutez et nous voyez ce jour. Voilà, hein, depuis, je ne sais pas, Lyon, Bordeaux, Paris, bien sûr, Lille ou autre région, belle région de France. Voilà. Et puis, en fin de session, on prévoit effectivement un temps disponible pour assurer une réponse aux questions qui pourront provenir de cette présentation. Je crois qu'on est de plus en plus inscrits. J'attends encore quelques secondes. Tac, tac, tac. Alors justement, voilà, vous avez en bas à droite hein, ces environnements-là de chat et de questions pour tout le monde. Donc, voilà. On a des bonjour de Lyon, bonjour de Roissy. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, on va attaquer cette présentation. Alors, déjà en présentant nos experts intervenants ce jour, donc moi-même rapidement, je suis Ralph Robaille, le directeur commercial de Fluxim. Hein. Donc Fluxim, on est une société distributeur, intégrateur ultra spécialisée sur toute la chaîne Source to Pay. Hein, voilà, en fin de présentation, on pourra détailler un peu plus qui on est. On va fêter nos 20 ans dans quelques jours. Voilà, et donc pour nous accompagner, donc 2 intervenants spécialistes, donc Jean Latour, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Ralph et merci Fluxim pour l'invitation. Donc, je représente aujourd'hui Silex, éditeur de solutions technologiques pour les directions achats. On aura l'occasion d'en parler et ravi d'être avec vous aujourd'hui pour échanger autour de ce sujet passionnant. Très bien, merci Jean. Et Julien? Oui, de mon côté, bonjour à toutes et à tous. Julien Gors, moi j'interviens chez Fluxim sur la mise en œuvre et le déploiement de systèmes d'information source to pay en France et à l'international. Merci messieurs. Donc, évidemment. Voilà, alors, donc ce webinaire va s'organiser de la façon suivante avec trois temps forts. Hein. Un premier, effectivement, pour vous présenter l'environnement, le contexte. Hein. Donc, pourquoi est-ce que la connaissance fournisseur est effectivement une top priorité pour beaucoup de directions achats. Hein. Donc, voilà, resituer le contexte que tout le monde a en visibilité, mais pour effectivement focaliser sur ce sujet-là plus particulièrement. Et puis ensuite, on verra effectivement comment trouver les meilleurs fournisseurs, hein, quelles solutions existent sur le marché, comment ça s'opère, comment ça se met en place. Et puis évidemment, il y a ce temps 1, la partie amont, mais ensuite il y a la partie aval, c'est le pilotage en continu justement de cette connaissance fournisseur pour qu'elle perdure et qu'elle puisse être exploitée au mieux. Et donc à l'issue, effectivement, un temps, comme évoqué précédemment, de questions-réponses. Voilà. Et bien, messieurs, on va vous laisser la main, donc expert sur le sujet. Parfait, merci Ralph. En effet, il nous semblait important de
De commencer cet échange par prendre un peu de hauteur sur le sujet de la connaissance fournisseur et d'essayer un peu de démystifier, en tout cas d'essayer de creuser le sujet et de revenir un peu aux fondamentaux et dans un premier temps de définir qu'est-ce que la connaissance fournisseur. Il y a beaucoup de termes, informations, données qui gravitent autour de ce sujet, mais ça semblait important pour nous de définir la vraie connaissance, de quoi on parle quand on parle de connaissance. On peut peut-être passer à la slide suivante, s'il te plaît, Ralph, où en effet, quand on parle de connaissances fournisseurs, on ne parle pas simplement d'informations, pas simplement de données, mais on va englober tout un tas de choses et on a résumé ça en trois grandes thématiques. Dans un premier temps, la disponibilité de l'information, c'est-à-dire que la connaissance, ce sont des informations qui vont venir de l'interne, qui vont venir de l'externe. Il va y avoir un nombre de sources de données qui est multiple, qui est important, parce que avoir une vraie connaissance, c'est avoir une connaissance complète. On parle beaucoup de connaissances ou d'informations 360 degrés, c'est-à-dire de connaissances qui englobent toutes les sources de données, qu'elles viennent en interne de mes systèmes, de ma relation, ou qu'elles viennent d'informations qui sont externes, de contextes qui sont externes. Donc ça, c'est le premier point. Pour avoir de la connaissance, il faut avoir de la donnée, et de la donnée qui est disponible et qui est multisource. Deuxième élément qui nous semblait important, c'est la qualité de cette information. On sait qu'aujourd'hui, l'information, elle est multiple, elle est diffuse, elle est variée, mais autant faut-il qu'elle soit qualitative et donc accéder à de la donnée qui soit le plus possible à jour, pertinente, qui soit mise en qualité et qui soit centralisée. Donc de la donnée qui est disponible, c'est-à-dire qui vient de plusieurs sources, de la donnée qui est qualitative, c'est-à-dire qui permet d'avoir un niveau de confiance le plus important possible. Et puis, troisième sujet, de la donnée qui est accessible. On aura l'occasion d'en parler avec Julien par la suite, mais le but, et nous, notre vision à nous, quand on a réfléchi sur ce sujet de la connaissance fournisseur, c'est de se dire que la connaissance, c'est quelque chose qui est ouvert, qui est partagé, qui embarque tout un écosystème. Là aussi, un écosystème interne. Hein, l'achat est la fonction sûrement la plus reliée à son écosystème en interne, avec toutes les parties prenantes, que ce soit ses prescripteurs, mais aussi ses partenaires internes, la finance, le juridique, la qualité, etc. Et puis accessible aussi en externe. Les achats sont une fonction qui est ouverte, bien évidemment, à l'externe, avec un écosystème de fournisseurs, de partenaires. Et c'est important que la donnée soit le plus partagée possible et le plus accessible à l'ensemble de l'écosystème. Le but étant de générer le plus de performance, de faciliter les échanges entre les différentes parties prenantes grâce à une information qui est le plus partagée. Donc, premier point important à mettre en avant, c'est que la connaissance, ce n'est pas uniquement de l'information, ce n'est pas uniquement de la donnée, c'est de la donnée qui est disponible, qui est qualitative et qui est accessible au plus grand nombre. Dans un but, in fine, d'être créateur de valeur pour l'organisation, bien évidemment. On va pouvoir passer à la seconde slide. Donc, une fois qu'on a posé un peu ce décor et qu'on a défini ça, c'est arriver à cette finalité d'avoir une réelle connaissance sur ses fournisseurs, c'est un processus. Il y a des étapes, ce n'est pas quelque chose qui se met en place en claquant des doigts. C'est des choses qui sont bien souvent assez comment dire, pas complexes, mais en tout cas qui prennent un peu de temps parce qu'il y a des étapes. La première étape, bien évidemment, ça va être de collecter ces données. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était que la connaissance était des informations internes, externes, etc. Donc forcément, il va falloir passer par une phase de collecte de l'information et à grande échelle. On est tous dans des contextes bien souvent internationaux avec des informations, on le voit en haut à gauche ici, mais des données qui changent énormément. Donc il faut d'abord collecter, c'est-à-dire se poser la question de quelles sont les données dont j'ai besoin et où est-ce qu'elles se trouvent pour pouvoir les collecter et ainsi les centraliser. Une fois qu'elles ont été collectées, on va pouvoir capitaliser sur ces informations, c'est-à-dire utiliser ces informations pour répondre à des enjeux métiers bien précis, pour pouvoir aussi augmenter sa performance dans sa prise de décision. Hein. Bien souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que la prise de décision se fait sur des données. Donc, plus la donnée est pertinente, plus la donnée est précise, plus la donnée est qualitative, meilleure la décision va être et donc plus importante la performance sera aussi in fine.
Troisième étape, une fois que j'ai collecté et capitalisé sur ma donnée, on va pouvoir entrer dans une phase de partage, ce que j'expliquais tout à l'heure, partager les données à son écosystème, les parties prenantes, internes, externes, pour vraiment avoir toutes les personnes intégrées dans son processus qui sont intégrées dans cette gestion des données et dans cet accès à la donnée. Et puis, dernier sujet, qui est vraiment le Graal, on peut dire, hein, si je peux résumer ainsi, c'est d'automatiser. Automatiser tout ça parce que ici, on voit que c'est un processus, mais c'est un processus qui se répète. Parce que la collecte de données, si elle n'est pas faite de manière quotidienne et de manière automatisée, ben, c'est quelque chose qu'il va falloir refaire en permanence. Pourquoi? Parce que les informations, comme on voit ici en haut à gauche, changent très vite. Donc ça, c'est sur une base France, hein, sur une analyse qui avait été faite. On dit qu'en une heure, il y a 600 entreprises qui voient leurs informations changer. Donc, si on multiplie, on imagine très vite qu'une base de données qu'on va créer aujourd'hui, bah, dès demain, elle deviendra obsolète. Donc, c'est pour ça que cette phase d'automatisation est primordiale. Ça évite de devoir refaire le travail chaque année et repartir en bas de l'échelle, on va dire, à chaque fois. Donc, ça paraissait important de préciser aussi ce processus et d'expliquer que bah, chaque organisation doit se positionner, doit définir un plan d'action et doit définir des étapes sur ce plan d'action. Donc maintenant qu'on a défini un peu la connaissance, qu'on a vu le processus pour le mettre en place, parlons un peu du contexte. Et peut-être, Julien, tu peux nous dire un mot sur le contexte actuel, que ce soit au sein des organisations et puis de manière un peu plus générale. Oui, je vais bien prendre un peu cette opportunité-là, tu as raison, parce que autant je le vois depuis quelques années, le sujet de l'information et de la connaissance fournisseur était un sujet, on va dire, mis sur la table, et qui pouvait être potentiellement un petit peu secondaire, autant là, on voit que depuis 2-3 ans, c'est devenu une priorité essentielle. C'est-à-dire que le contexte économique d'approvisionnement et de la relation fournisseur est devenu tellement complexe, voire même carrément tendu, ce qu'on indique ici, que les directions achats ne peuvent plus se permettre de ne plus avoir effectivement des outils de pilotage ils ont besoin de ces outils de pilotage pour leur connaissance fournisseur. C'est devenu clé et je crois que même les top dirigeants demandent expressément aux directions achats et financières de se doter de ce type d'outils, peuvent plus se permettre de passer à côté de ces évaluations-là. On a beaucoup de demandes effectivement sur ces aspects et c'est pour ça qu'on profite de cette matinée effectivement pour donner un éclairage avec Silex. Parfait, merci Julien. Et donc, en effet, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, autour de la donnée et de l'information, il y a beaucoup d'enjeux. D'abord, il y a un enjeu interne aux directions achats avec des nouvelles réglementations, de suivi des fournisseurs, de suivi de conformité, mais aussi des nouveaux enjeux, des enjeux de maîtrise des risques, des enjeux de décarbonation, de responsabilité sociale. Et pour répondre à ces enjeux, ce qu'on se rend compte, c'est que la connaissance fournisseur est un levier majeur. Et puis, le contexte tendu, bien évidemment, mondial, apporte là aussi des difficultés supplémentaires. Si on regarde un peu ce qui se passe au niveau des directions achats et de la situation, on va dire, des outils, de l'outillage actuel des directions achats, on se rend compte que aujourd'hui, il y a tout un tas de freins qui complexifient un peu ce sujet. Dans un premier temps, les données sont souvent silotées. C'est-à-dire que les SI se sont multipliés, les systèmes d'information achats ou financiers d'ailleurs se sont multipliés, le nombre de sources de données s'est multiplié, mais ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas toujours ouvert, c'est-à-dire qu'on va retrouver de la connaissance fournisseur au sein de la direction achat, de la connaissance fournisseur au sein de la direction financière, au sein de la direction juridique aussi. On a aujourd'hui des directions développement durable ou des directions risque qui se créent et qui, elles aussi, vont aller accumuler des données et de la connaissance, mais ce n'est pas toujours partagé entre ces services. Et donc, ce n'est pas toujours facile pour avoir une vision globale et prendre la décision la plus pertinente possible. Deuxième complexité qu'on voit, c'est des processus manuels. Et les processus manuels, on entend là généralement de la donnée qui est ajoutée à la main, donc un manque d'automatisation. Et forcément, qui dit entrée de données manuelles, dit risque d'erreur, dit forcément perte de la qualité de la donnée au fur et à mesure du processus.
et donc, in fine, une prise de décision, là aussi, sur une donnée qui n'est pas toujours à jour, bien évidemment. Le manque de visibilité, donc ça, c'est vraiment la conclusion des deux premiers points, hein. Si j'ai de la donnée qui est silotée et qui a été rentrée de manière manuelle par un collaborateur à un instant T, donc avec un risque d'erreur important et puis une obsolescence aussi importante, ben, je n'ai pas la bonne visibilité et donc je n'ai pas l'agilité dans ma prise de décision. Et puis le dernier point, c'est les données non fiables que j'ai commencé à évoquer, mais là aussi, la mise à jour des données aujourd'hui dans les systèmes n'est pas toujours aussi récurrente qu'elle ne pourrait ou qu'elle ne devrait être, de par le fait que ce soit des processus manuels, hein. On ne peut pas s'amuser à aller collecter de la donnée auprès de ces X milliers de fournisseurs tous les mois. Donc, bien évidemment, il y a des nettoyages de bases de données qui se font, mais avec des récurrences qui ne sont pas toujours les plus courtes, et donc forcément avec des bases de données qui ont jusqu'à 30% de données obsolètes. Ce qui est énorme parce que ce qui veut dire que la décision qui est prise par l'acheteur à un instant T ou par l'opérationnel à un instant T, elle se fait sur de la donnée qui n'est pas toujours à jour. Et donc forcément, la décision qui va être prise ne sera pas à la hauteur peut-être de l'enjeu parce qu'elle sera prise sur des mauvaises données. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours, même en tant que, que citoyen ou d'acheteur lambda, on veut avoir la bonne information pour prendre la bonne décision. Ça paraît normal, mais ce n'est pas toujours facile à mettre en place dans des organisations internationales, complexes, décentralisées, etc. Donc ça a un impact sur la prise de décision, mais ça a aussi un impact business et financier sur les organisations par le coût de mise à jour de cette donnée. Et pourquoi ça a un coût? Parce que comme on peut le voir ici, la connaissance fournisseur, ça englobe énormément de sujets. Et donc, si je veux rentrer dans une démarche de mise à jour de chacune de ces informations sur l'ensemble de mes fournisseurs, ça va avoir un coût énorme. Si on essaie un peu de détailler les types de données qu'on peut retrouver dans la connaissance fournisseur, on a essayé ici de faire une liste bien évidemment non exhaustive, hein. Ça va répondre, ça peut changer en fonction des secteurs d'activité, des typologies d'achat, etc. Mais on va retrouver différentes données. Dans un premier temps, des données internes à l'organisation. Donc, sur ma base fournisseur, quelles sont mes dépenses, mes contrats, mes évaluations, mes plans d'amélioration, l'historique de mes factures, etc. Toutes les données liées à mon historique. Et Julien nous détaillera un peu tout ça et nous expliquera comment on peut centraliser toutes ces informations, mais aussi tout un tas de données externes. Par exemple, si on parle d'onboarding fournisseur, au moment de la création d'un fournisseur, il va me falloir tout un tas d'informations, de données identitaires sur mon fournisseur, des identifiants uniques, des informations bancaires que je vais devoir valider là aussi pour éviter tout risque de fraude, hein, qui ont explosé ces dernières années. Je vais avoir besoin, dans un souci de gestion du risque et aussi de réponse à de la réglementation, de suivre la santé financière de mon fournisseur, sa solvabilité, sa conformité à certaines typologies de travail, travail des enfants, travail dans des zones ou de sous-traitance dans certaines zones. Aujourd'hui, c'est demandé par la réglementation, hein, de suivre cette conformité. Ensuite, viennent s'ajouter depuis quelques années d'autres types d'informations qui sont primordiales, hein, les risques politiques, les risques géographiques, tout ce qui est lié à la supply chain. On l'a vu ces dernières années, on ne va pas reparler de tous les enjeux que sont les vôtres au quotidien, mais il y a des ruptures d'approvisionnement, il y a des risques de supply chain, on l'a vécu, il y a eu des crises internationales et on continue à le vivre aujourd'hui qui viennent couper des supply chains d'un coup. Et donc, c'est primordial de, bien maîtriser sa supply chain à un instant T pour pouvoir bien rebondir, et puis deux, d'anticiper aussi derrière ce genre de risque en accédant à de la donnée la plus pertinente, la plus à jour et la plus précise. Et puis, dernier sujet, et pas des moindres, on parle de plus en plus d'achat responsable, de développement durable, de responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Et là aussi, c'est des nouvelles familles d'informations qui voient le jour et qui viennent s'imposer aux directions achats. Donc, c'est là aussi encore une liste et un nouveau niveau d'informations qui devrait être collecté
pour pouvoir suivre ça, piloter et communiquer aussi, parce que la RSE aujourd'hui, ça devient un enjeu achat, mais un enjeu business, hein. C'est demandé de plus en plus par les clients, ce genre d'informations. Est-ce que voilà, vous achetez auprès de certaines typologies d'entreprises? Est-ce que vous avez mis en place des démarches de décarbonation? Et donc, du coup, bien évidemment, les achats sont impliqués là-dedans. Donc, si on résume un peu tout ce qu'on vient de se dire en introduction, la connaissance fournisseur, c'est quelque chose qui englobe tout un tas de données, d'informations internes, externes. Il y a tout un schéma et toute une méthodologie à mettre en place pour pouvoir optimiser sa connaissance fournisseur. Et surtout, aujourd'hui, ça permet de répondre aux grands enjeux des entreprises et des directions achats, que sont répondre au contexte mondial qui n'est pas toujours évident et répondre au contexte réglementaire et politique qui est aussi voilà, qui met toujours plus de pression sur les directions achats. Donc, ce qu'on vous propose maintenant après cette introduction, c'est de vous donner les clés justement de comment répondre à ces enjeux. On a posé un décor qui n'est pas forcément très facile, en tout cas qui montre la complexité du métier d'acheteur aujourd'hui. Et maintenant, ce qu'on va vous expliquer, c'est comment optimiser cette connaissance fournisseur en phase amont, donc c'est-à-dire avant l'identification de vos fournisseurs. Donc, comment assurer la bonne identification des bons fournisseurs pour créer les meilleurs panels fournisseurs. Et puis ensuite, comment piloter la connaissance fournisseur tout au long de votre relation commerciale avec vos fournisseurs. Donc, première partie, comment identifier et préqualifier vos fournisseurs. Donc, je continue à vous présenter ça. Et puis, Julien, par la suite, vous expliquera, une fois que vous avez contractualisé avec vos fournisseurs, comment piloter ces informations. Ouais, merci Jean pour cet overview effectivement du sujet. Et donc, explique-nous comment tu vas, avec les solutions Silex, améliorer toute cette préqualification et identification des fournisseurs. Tout à fait, merci Raph. Donc la première chose qui est importante, quand on parle d'identification et de préqualification des fournisseurs, on parle de sourcing fournisseur. On peut parler de scouting fournisseur, c'est un mot qui a été un peu utilisé par différents points, par différents voilà, du processus. Ce qui me semblait important dans un premier temps, c'est de placer ça sur le processus global achat. Quand on parle de sourcing fournisseur, on parle d'identification. Donc j'ai un besoin qui m'a été remonté par un opérationnel, par un de mes clients internes, par un de mes services prescripteurs. Et donc, par rapport à ce besoin, je vais devoir créer un panel fournisseur. Et donc, je vais devoir aller trouver des entreprises qui sont en capacité de répondre à mon besoin. C'est un processus qui est clé. Pourquoi? Parce que c'est celui le plus en amont. Aujourd'hui, on a beaucoup digitalisé toutes les phases aval, l'appel d'offres, le contrat, la commande, on en parlera tout à l'heure. Mais j'aurais beau avoir la meilleure négociation possible, si je n'ai pas mis le bon fournisseur dans mon panel, bien évidemment, ma performance sera réduite. Voilà, il y a tout un tas d'études, des grandes analyses qui expliquent que rajouter un fournisseur dans son panel, c'est la capacité d'aller chercher X% de performance, de savings en fonction des typologies d'achat. Mais en tout cas, si je n'ai pas les bons fournisseurs dans mon panel au tout début, ça va être compliqué de faire de la performance sur mon appel d'offres, sur mon contrat et puis ensuite sur toute la durée de vie de mon fournisseur. Donc, c'est pour ça que cette étape est vraiment, vraiment primordiale et elle est aussi primordiale pour répondre aux nouveaux enjeux qu'on a cités tout à l'heure. Si je veux faire de la RSE, il va falloir, dès ma phase de sourcing, intégrer ces critères-là. Donc, voilà pour un peu placer cette partie du processus qui est le plus en amont. Si on avance sur les prochaines… Je rebondis sur ce que tu évoques. Ce qu'on voit souvent, effectivement, c'est aussi des consultations où on a une disparité dans les solutions. Alors, je parle pour notre côté réponse à des consultations, où on voit au final que les solutions qui ont été mises en compétition ne sont pas du tout du même acabit. Et donc, il y a une perte de temps et justement, ça génère beaucoup de frustration chez le client qui a fait son sourcing, parce que du coup, il compare des choses qui ne sont pas comparables. Donc, perte de temps, insatisfaction en sortie, même sur le choix, parce que effectivement, des directions ne sont pas satisfaites, ou en tout cas vont devoir se rattacher à une des directions qui a été précurseur sur la consultation.
Donc voilà, c'est vraiment des éléments qu'on voit régulièrement, de ne pas faire un bon sourcing pour challenger des fournisseurs comparables au regard de ce que l'on souhaite acheter. Oui, complètement. Je partage tout à fait. C'est le moment de se poser ces questions-là aussi. Comment je vais analyser mon panel in fine, quel type d'entreprise je vais embarquer et quels seront mes critères de sélection. Donc le sourcing, aujourd'hui, on se rend compte qu'aussi, ça permet de répondre aux nouveaux enjeux. J'ai commencé à évoquer ce sujet-là, mais l'acheteur aujourd'hui est confronté à beaucoup de nouveaux enjeux. On en a cité ici un certain nombre. Hein. Comment trouver des fournisseurs écologiquement et socialement responsables? Existe-t-il des alternatives locales à mes fournisseurs historiques? On a parlé de supply chain, donc on parlera tout à l'heure de relocalisation. Est-ce que je suis en capacité de faire ça? C'est dans le sourcing qu'on va répondre à ces sujets-là. Hein. Mes fournisseurs existants sont-ils en mesure de répondre à mes nouveaux besoins? Dans le sourcing, c'est important aussi de pouvoir aller interroger ces fournisseurs et ces partenaires avec lesquels on travaille déjà, bien évidemment. Comment préqualifier mes fournisseurs sans perdre de temps? On aura l'occasion, et on en a déjà un peu parlé, de parler de risque fournisseur. Mais le risque fournisseur, plus je vais l'avancer dans mon processus et plus performant il sera. Ce n'est pas au moment de la contractualisation qu'on va adresser des sujets de risque fournisseur. Autant le faire dès le début pour éviter de perdre du temps, comme le disait Ralph tout à l'heure. Et puis après, comment optimiser mes achats de faible montant aussi, par exemple. C'est par l'automatisation de cette phase de sourcing qu'on peut adresser ces nouveaux sujets-là et surtout, en fait, donner à l'acheteur les moyens de répondre à ces enjeux. Parce qu'aujourd'hui, ces enjeux, ils sont déjà poussés auprès des acheteurs. Hein. On voit que c'est des choses qui sont déjà dans leurs objectifs, qu'on demande aux acheteurs et aux directions achats de mettre en avant, mais on ne leur donne pas forcément les outils. Donc, c'est là où la digitalisation permet, d'automatiser l'identification des fournisseurs par rapport à ces critères, et puis deux, d'automatiser la collecte de données pour pouvoir faciliter la préqualification. Voilà, on peut passer à la prochaine, et ça va être l'occasion de vous présenter un de nos cas d'usage, un cas d'usage qui répond à quelque chose de très très précis pour vous montrer très concrètement le sourcing, à quel type d'enjeu ça peut répondre. Ici, on a l'exemple d'un de nos clients qui est Vinci Énergie, avec qui on travaille pour répondre à un enjeu très concret qui est comment sourcer des sous-traitants sur des zones très ciblées et sur des zones qui changent très souvent. Hein. Vinci Énergie, par son contexte, est amené à faire des chantiers sur des zones qui changent en permanence. Donc, pour l'acheteur, c'est compliqué de connaître l'ensemble des marchés et sur des compétences qui sont très précises. Sur la sous-traitance, on va parler de compétences métiers précises, de certification, d'enjeux métiers aussi importants. L'objectif de Vinci Énergie, c'était de faire gagner du temps aux acheteurs pour identifier très rapidement des entreprises qui peuvent aller réaliser une mission sur un chantier dans les prochaines semaines sur des compétences très précises. Et puis deux aussi, de répondre à un enjeu plus global ici de Vinci, qui est un enjeu de RSE qu'on évoquait tout à l'heure, avec un plan très ambitieux d'achat responsable, de décarbonation, et donc de pouvoir dire je veux, gagner de l'agilité, et deux, je veux pouvoir répondre à un enjeu aujourd'hui qui est acheter plus responsable, acheter plus social et de manière un peu plus écologique avec des critères très précis qui ont été mis en avant par la direction achat et même par la direction globale du groupe. Donc très concrètement, c'est quoi? C'est aujourd'hui des panels fournisseurs qui sont beaucoup plus variés. Donc c'est près de 25% des fournisseurs qui composent les panels qui ont pu être identifiés grâce à la plateforme Silex. Donc c'est la capacité à ouvrir ces panels fournisseurs. Et puis gagner du temps, bien évidemment, on le verra tout à l'heure, mais chez Silex, en quelques clics, on crée un panel fournisseur et on accède à de la donnée pertinente sur ces fournisseurs pour pouvoir avancer dans son processus et se focaliser sur ce qui a de la valeur ajoutée pour l'acheteur, c'est-à-dire challenger le fournisseur, challenger son besoin, négocier avec lui, etc. Comment on fait ça chez Silex? En fait, on a créé une base de données qui est vraiment quelque chose de novateur sur le marché, de complètement nouveau. C'est-à-dire que nous, on développe un logiciel, donc une expérience métier, mais ce logiciel, on l'adosse à une base de données qui est notre propre base de données en propre et qui va permettre en fait
grâce à tout un tas de sources, de proposer une liste exhaustive. Donc, l'ensemble des sociétés sont référencées sur notre base de données. Et sur chacune de ces sociétés, on va avoir tout un tas d'informations qui sont des données certifiées et mises à jour en temps réel. Donc, quand je dis en temps réel, c'est quotidienne, et qui vont permettre à l'acheteur de préqualifier l'ensemble des entreprises qu'il aura identifiées. Donc, pour ça, on s'est branché en fait à toutes les sources de données disponibles, de l'open data. Donc, l'open data en France et en Europe, c'est des dizaines et des dizaines de bases de données qui permettent d'avoir la fiche d'identité de l'entreprise, des données financières, des données innovation, des données RSE, des données juridiques, etc., etc. Donc, tout un tas d'informations qui sont là, très qualitatives, parce que l'open data, c'est de la donnée qui est libérée par une institution, l'État français, l'Union européenne. Donc, c'est de la donnée très qualitative et mise à jour en temps réel. Ensuite, on va compléter ça avec de la donnée qu'on va chercher sur le web. On va fouiller les sites internet des entreprises, les associations professionnelles, les chambres de commerce, etc., etc., pour avoir ici de l'information un peu plus qualitative sur qui elles sont, ce qu'elles proposent, les compétences qu'elles ont, les biens et services qu'elles peuvent mettre en avant. Donc, ça nous permet à nous d'accumuler ici de la connaissance très précise sur chacune des sociétés. On complète ça avec, ici à droite, Supplier Data, une plateforme où les entreprises peuvent venir s'inscrire. Et on est, nous, sur un modèle, dites-le nous une fois. C'est-à-dire que quand une entreprise s'inscrit sur Silex, ça en bénéficie à l'ensemble de nos clients. C'est une plateforme ouverte. Et donc, il n'y a pas de sujet d'onboarding où on doit faire pour chaque client ce genre d'informations. Et puis après, on va compléter ça avec de la donnée privée. Donc, on a tout un tas de partenaires qui vont nous donner de l'information supplémentaire pour compléter l'open data, en fait. Par exemple, on peut citer des sociétés comme BVD ou comme CreditSafe qui vont donner des informations financières. On peut avoir un EcoVadis qui vient donner de la notation RSE. Donc, en fait, on vient compléter notre socle de données avec des fournisseurs de données privées. Et puis, bien évidemment, dernier point, la donnée interne de nos clients. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, avec des formats d'API sécurisés. On ne partage pas la donnée d'un client à nos autres clients. Ici, c'est des intégrations très sécurisées et silotées. Mais en tout cas, ça permet aux clients d'intégrer aussi cette information dans Silex pour avoir la vue la plus complète. Donc, dès que j'ouvre une fiche fournisseur, je vais avoir toute l'information qui vient du web, qui vient de l'open data, qui vient du fournisseur lui-même, qui vient d'un fournisseur de données et qui vient de mes systèmes si j'ai déjà une relation avec lui. Donc voilà pour le comment on fait ça, comment on permet aux entreprises d'aller créer leur panel fournisseur et de les préqualifier de la manière la plus pertinente possible. Et pour information, c'est des dizaines et des dizaines de millions d'entreprises sur lesquelles on collecte cette information. Très clair, Jean. Très clair. OK. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour répondre à quels enjeux et de manière très concrète, à quoi ça sert d'augmenter sa connaissance marché? Nous, ce qu'on met en avant, c'est de pouvoir digitaliser une fonction qui ne l'était pas. Aujourd'hui, le sourcing de vos acheteurs, c'est du Google, c'est du salon ou c'est du bouche à oreille, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, est très chronophage et deux, qui n'est pas harmonisé dans l'organisation. C'est-à-dire que si on prend deux acheteurs, qu'on leur donne le même besoin, ils risquent de revenir avec des panels différents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le digital permet d'harmoniser, d'apporter une méthode. Donc ça, c'est le premier point. Mais deux, ça va permettre de répondre à des nouveaux enjeux, comme on voit ici, de RSE, de local, d'innovation. Et puis aussi, pourquoi pas, de travail avec des différentes typologies d'entreprises. Si on prend des exemples très concrets, par exemple, pour l'achat de production, on a aidé des entreprises à identifier sur certaines chaînes de production et sur certaines étapes de leur production industrielle, à identifier des entreprises pour relocaliser en France certaines parties et certaines activités industrielles pour répondre aujourd'hui à des enjeux de risque d'approvisionnement. Et ça, c'est des choses très concrètes. C'est vraiment des enjeux aujourd'hui qui sont partagés par l'ensemble de nos clients et qui répondent à des enjeux beaucoup plus même complexes et globaux que les achats. Autre sujet, la sous-traitance. Et donc là, j'ai parlé tout à l'heure de Vinci Énergie, mais on a tout
tout un tas d'autres clients, que ce soit dans les organisations privées ou publiques qu'on accompagne sur cette partie. Je pense beaucoup à la banque assurance avec qui on travaille énormément, mais aussi des entreprises de services de manière beaucoup plus globale et qui ont des organisations décentralisées. Je pense notamment à un client qui est Rentokil Initial, qui fait lui du service de nettoyage et d'accompagnement des organisations, par exemple sur de l'EPI ou sur de matériel professionnel, donc avec un besoin, une couverture nationale énorme et donc un besoin d'agilité très fort sur de la sous-traitance avec un temps de réactivité très faible. Ils utilisent nos solutions au quotidien pour justement faire ces arbitrages et faire ces choix. Et puis après, troisième sujet aussi, par exemple, sur les frais généraux. Donc là, sur les frais généraux, généralement, ce sont des achats sur lesquels les directions achats ont moins travaillé, qui peuvent être décentralisés, qui peuvent être même des fois laissés aux opérationnels. Silex permet d'automatiser tout ça et de trouver aussi des solutions innovantes. On est souvent sur des marchés à très forte dynamique avec des nouvelles solutions en permanence et donc on permet d'automatiser tout ça. Et puis, l'outil permet aussi de piloter, comme on peut le voir ici sur le screenshot, de piloter cette activité de sourcing, ce qui n'est pas toujours fait. Donc, de voir quelles sont les catégories d'achat sur lesquelles je source, quelles sont les entreprises que je sélectionne pour répondre à quels enjeux, etc. Super, Jean, très clair. Voilà. Et donc, dernier point qu'on voulait mettre en avant, le sourcing, c'est une nouvelle, on va dire, c'est une part du processus qui n'est pas digitalisée aujourd'hui, mais qui est complètement complémentaire et qui s'intègre aux outils qui sont déjà en place dans votre organisation, que ce soit SI Achat ou ERP Finance ou SI Finance. Silex s'intègre très bien. Donc, très concrètement, je suis acheteur, j'ai une demande d'achat qui remonte sur mon Evalua, sur mon SI Achat. En un clic, je vais transférer cette demande sur Silex. J'ai mon besoin qui est exprimé. Silex m'aide à trouver les entreprises, à les préqualifier. Je crée mon panel, puis j'envoie ce panel dans mon Evalua pour pouvoir faire mon appel d'offres et avancer dans mon processus. Donc, le but, c'est que ce soit une solution qui soit intégrée, bien évidemment, et qui vienne répondre juste à cet enjeu de création de panel. Super transition, justement, on va en savoir plus sur le pilotage de la donnée reçue de Silex. Comment ça se concrétise? Très cher Julien. Je vais prendre un peu la balle au banc de ce que disait Jean dans la continuité de ce que tu venais de nous dire. Effectivement, on a, en reprenant le schéma qu'on partageait ensemble, la phase d'appel d'offres qui intervient assez nativement juste après le sourcing fournisseur. Bon, la partie d'appel d'offres, c'est la mise en concurrence parmi les différents fournisseurs identifiés pour votre panel, issus de votre phase de sourcing en amont. Et puis, in fine, après cette mise en concurrence, vous allez faire un choix. Alors, un choix avec un ou plusieurs fournisseurs. Mais il me semble que la partie qui est la plus intéressante, c'est plutôt aujourd'hui de faire un focus ou un zoom, en tout cas, sur la partie contrat, tel que vous le voyez effectivement sur cette planche. Je préfère m'attarder sur la partie contrat parce que, à mon sens, c'est véritablement là que votre relation fournisseur débute vraiment, dans le sens où les équipes achats vont commencer à s'assurer de la bonne livraison des biens ou des services que vous avez commandés et qui sont adossés au contrat. Donc là, on bascule véritablement sur un deuxième temps. Je l'ai appelé relation ou déclinaison opérationnelle. Parce que le contrat et ou ses commandes, ça va signifier directement le suivi des engagements qui ont été mis dans le contrat. Certains niveaux d'engagement, des SLA, tout un tas d'éléments qui vont devoir être pilotés et suivis. À côté, vous allez avoir effectivement des personnes qui vont être mobilisées pour l'évaluation régulière de la relation fournisseur et du contrat. Est-ce que les engagements sont respectés? Est-ce que le fournisseur, tel qu'il nous l'avait promis lors de la phase de l'appel d'offres et de la signature du contrat, va être au rendez-vous de ce qu'on lui demande? Par derrière, il y aura aussi des choses de type engagement RSE. On doit vérifier que nous, acheteurs, on a fait confiance à des fournisseurs sur lesquels on s'assure dans la continuité que cette partie RSE est respectée. Et puis, vous avez aussi souvent une multitude de données internes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, votre fournisseur, vous allez à nouveau le rencontrer, il va y avoir des comptes rendus, il y a de la documentation qui va circuler, des retours terrain aussi, la plupart du temps, parce qu'on a des acteurs du domaine industriel
pas que, mais notamment eux qui ont des retours terrain, parce que c'est eux qui, au contraire, au quotidien, sont en contact avec les équipes fournisseurs. Et puis, inévitablement, parce qu'on connaît tout ça, il y a des emails. Donc, toutes ces données internes, ce suivi des engagements et cette évaluation régulière, ce sont tous ces sujets qui vont nativement émerger et on va devoir les piloter dans le temps autour de, généralement, 2 axes principaux. L'évaluation des risques fournisseurs et puis l'évaluation de la performance fournisseur. Il n'y a pas que ces 2 sujets, mais aujourd'hui, on a fait le choix effectivement de se focaliser sur ces 2 sujets-là parce que au contact des donneurs d'ordre et des directions achats sont souvent ces 2 sujets, ces 2 chapeaux qu'on nous fait remonter et qui sont, je dirais, les éléments ombrelles qui font aujourd'hui, qui attirent l'attention de tout le monde. Dans la continuité de ce que je vous disais, en fait, ce que je constate moi de plus en plus, et puis c'est aussi fort de ce que Jean vous disait jusqu'auparavant, on a finalement la volonté d'agréger, de collecter 3 sources d'informations qui font appel à des données internes et externes. Je vais revenir dessus sur ce données internes et externes. Mais toute la complexité, c'est qu'il va falloir les combiner, les aligner et puis à la fin, surtout les consolider dans une logique de cockpit de gestion de la relation et de la connaissance fournisseur pour que ça soit intelligible. On va revenir un petit peu après en parlant des outils, mais c'est véritablement important de comprendre ça. Je pense que tout ce qui est connecté, vous avez bien infusé le sujet, si je puis dire, avec notamment les informations qu'on vous donne. Et à un moment, c'est comment on fait pour restituer tout ça de manière claire. Alors, les données internes, telles que vous les voyez, on a les évaluations périodiques dont je vous parlais sur les activités business régulières avec vos fournisseurs. Je pense notamment dans ce cas aux commandes, contrats bien sûr, mais il va y avoir aussi tout ce qui peut être autour des litiges ou des plans de progrès que vous mettez en place avec vos fournisseurs. Sur les données externes, là on est plus sur le point 2, les reporting, je dirais, extra-financiers, donc RSE ou ESG, pour des contextes plus anglophones. Là, on va se pencher sur des données qui sont environnementales, sociales, de gouvernance d'entreprise. Donc, tu as cité tout à l'heure Ecovadis, Jean, c'est aussi un acteur qu'on rencontre nous assez régulièrement. Et puis avec une consonance francophone, hein. Je pense qu'aujourd'hui, même s'ils ont un déploiement international, c'est au départ une belle aventure française. Donc, sur des éléments RSE, c'est vrai qu'on peut aller frapper assez régulièrement à leur porte. Nous, on connecte assez souvent la solution Evalua avec Ecovadis. Et puis, un peu dans le 3e étage de la fusée, je vous mets les indicateurs opérationnels, économiques et financiers. En fait, ça va couvrir tout ce qui est conformité, risque, voire profil d'entreprise. Donc, on a Silex, effectivement, nous aussi, dans notre panel de partenaires. Mais il y en a d'autres, et je ne vais pas tous les citer, mais vous les connaissez de nom. Nous, on a j'aurais appelé ça des connecteurs standards avec eux pour aller répatrier de l'information chez e-attestation sur les documents légaux. Provigis, Credit Safe dans un contexte plus international, Bureau Vantage ou encore Helisphere. Donc, toute la difficulté, je reviens sur ce point-là, c'est qu'une fois qu'on peut tous d'accord pour dire que ce serait super d'agréger toutes ces informations et de les récupérer avec récurrence et continuité, toute la difficulté, elle est sur non seulement la capacité à collecter ces données, mais également surtout à les restituer de manière simple, claire et synthétique. C'est pour ça que je voulais vous donner quelques exemples, quelques illustrations sur ce que nous, on arrive à produire avec surtout des indicateurs un petit peu sur étagère. J'insiste bien sur étagère parce qu'effectivement, on est capable souvent de les paramétrer. C'est un terme qui revient assez régulièrement quand vous faites appel à des éditeurs ou intégrateurs de SIHA, mais avec des indicateurs sur étagère autour de tout ce qui est risque et performance fournisseur. Là, vous avez quelques exemples que je vais détailler avec vous autour de la solution Evalua, parce que c'est une solution que je connais bien et puis qui est aussi une des leaders du marché. Alors vous m'excuserez peut-être si la capture d'écran fait que vous plissez un petit peu les yeux pour bien voir le contenu, mais on pourra toujours vous envoyer le support après et vous pourrez regarder ça de manière un peu plus approfondie. Ce qui est intéressant de comprendre avec cette notion de cockpit, c'est un mot que j'aime bien parce qu'un peu comme un pilote d'avion, en fait, on a toutes les informations qui sont à notre main. Vous voyez qu'on a la capacité assez facilement de faire remonter les fournisseurs qui sont alertes de risque, pour être sûr qu'effectivement, on les suit tout particulièrement. C'est ce que vous voyez là au centre de la capture d'écran. Un petit peu plus bas, tous les fournisseurs qui sont avec des plans de contrôle, c'est-à-dire des plans de progrès,
ou des plans d'action qu'on met en place pour essayer de leur faire prendre un virage sur une amélioration de service, des problèmes de délai de livraison, des problèmes de changement de coût. On est capable de piloter tous ces éléments-là pour effectivement essayer d'atténuer le risque et de se dire que ça fait partie de la vie de la relation fournisseur, mais qu'on est capable effectivement de piloter ça avec des indicateurs ou on a des éléments assez visibles pour que j'ai rapidement, en quelques coups d'œil, on voit tout de suite où on en est de notre relation fournisseur. Et ces données, encore une fois, comme elles sont maintenues à jour régulièrement, ces tableaux de bord, peut-être pas au quotidien, mais de semaine après semaine et mois après mois, on peut effectivement mesurer une tendance d'évolution. Moi, ce que j'aime bien aussi souvent illustrer, c'est les graphiques là que vous voyez en bas à gauche, c'est qu'on peut, en fait, on peut croiser plusieurs indicateurs. Par exemple, le risque par montant contractuel. Évidemment, vous n'allez pas vous lancer dans tout un processus d'analyse de risque pour peut-être 80-90% de vos contrats qui sont sur des montants faibles. Et vous allez vous concentrer sur votre top 10 ou 15 ou 20 contrats. Donc ça, avec l'outil Evalua, ce qu'on est capable de faire ici, c'est de nativement faire remonter par un système de bulles en fonction de en croisant deux axes, c'est-à-dire le montant de votre contrat avec le niveau de risque fournisseur. Et ça, c'est particulièrement apprécié par le top management parce que, au-delà du côté visuel qui parle à tout le monde, on peut encore une fois avoir une progression dans le temps et de se dire est-ce qu'on arrive à atténuer ces risques-là. Et on peut croiser aussi performance et risque et aussi la notion de dépense fournisseur, voire même parfois dépendance fournisseur. Donc, tous ces éléments de cockpit sont intéressants. Je ne veux pas m'appesantir sur la façon dont on peut les restituer. C'est des outils plus techniques. En fait, chacun choisit un petit peu la façon dont on veut les restituer sous forme de graphique, sous forme de liste. Ce que je veux juste, c'est zoomer sur une fiche fournisseur pour vous dire, on a un cockpit global, mais à un moment donné, si on veut s'intéresser à un fournisseur, on a la possibilité d'avoir une fiche avec, je dirais, directement les informations liées à ce fournisseur. Ralph, si tu veux bien, je veux bien effectivement la planche suivante. Là, c'est un exemple de fournisseur. Vous voyez, à gauche, on a les différents onglets qui permettent d'avoir la vue à 360 degrés de toute l'activité que j'ai avec mon fournisseur. Et là, si je fais un zoom sur mon risque, on voit effectivement que j'ai quelques grands indicateurs. Pour chacun d'entre eux, j'ai un système tricolore vert, orange et rouge qui me permettent assez rapidement de me dire où est-ce que j'en suis. Là, en l'occurrence, j'ai un risque quand même assez moyen, même plutôt qui flirte avec l'élevé avec ce fournisseur. Et j'ai des grands thèmes financiers, conformité, opérationnel, sécurité, géographique et responsabilité sociale. Ça, c'est généralement ce qu'on amène sur étagère, ces 6 grands thèmes, parce qu'ils recouvrent la plupart du temps l'ensemble des sujets et enjeux que les directions d'achat et les acheteurs veulent couvrir. Et en fait, on dit pour chacun des sujets, voilà, est-ce que je m'appuie sur mes évaluations régulières qui sont faites par mes heures opérationnelles, donc des données internes? Est-ce que je m'appuie sur des données que le fournisseur me fournit, typiquement ces documents légaux? Et puis, est-ce que je m'appuie sur des données externes, encore une fois, celles que j'ai pu vous lister tout à l'heure? Et là, on a un cockpit clair qui permet de combiner et consolider tous ces éléments avec un système, encore une fois, de feux tricolores qui permettent de voir, encore une fois, dans le temps, comment la situation autour du sujet risque évolue avec ce fournisseur. Ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Et en fait, quand on arrive à ce résultat-là, c'est parce qu'on est passé par toutes les étapes que Jean a pu vous expliquer un peu plus tôt, enfin pas un peu, mais très bien, pardon, Jean. Et tel que je suis en train de vous le présenter aussi, c'est qu'en fait, une fois qu'on touche au but avec ce type d'outil de pilotage, on a travaillé souvent des semaines avant pour bien dessiner ce qu'on veut, comment on veut le piloter et surtout comment on veut partager cette information. Je vous parlais des risques. Je vais rebondir sur un deuxième sujet assez proche, mais sur lequel l'approche peut être parfois un peu différente. Voilà, c'est l'analyse de la performance fournisseur liée à votre base fournisseur et à votre panel fournisseur, bien sûr. Alors, il y a effectivement de la porosité avec la notion de risque, mais ce sont quand même 2 sujets qui nécessitent d'être regardés de manière assez distincte. Là, pareil, autour de la solution Evalua, on peut avoir ce tableau de bord, ce cockpit d'évaluation de la performance. Et l'évaluation de la performance, ça va être aussi extrêmement lié à l'évaluation que vous faites sur, en fait, est-ce que votre fournisseur a respecté ou non les engagements contractuels dont on parlait il y a quelques minutes. Il y a tous les contrats que vous signez avec lui, pas un ou plusieurs contrats. Et puis, il peut y avoir aussi, et ça, moi, je l'entends de plus en plus, c'est, allez, je vais schématiser, au siège social, vous gérez les contrats. Vous vous occupez de cette relation fournisseur, entre guillemets, de haut niveau. Et tous les opérationnels terrain vont faire des retours
sur est-ce que les équipes des fournisseurs respectent bien les contrats, est-ce que c'est bien les prestations, les biens qu'on veut, qu'on réceptionne régulièrement. Et donc, on arrive à combiner des évaluations de la performance un petit peu sur ces deux grands aspects. Il y en a d'autres, mais je vous donne cet éclairage-là. Et ce qui est d'autant plus intéressant par rapport à la restitution graphique, visuelle qu'on peut avoir, c'est que quand on fait une analyse de la performance, la plupart des directions achats viennent me voir et me disent « Ouais, mais moi, je ne vais pas effectivement évaluer la performance du fournisseur A comme le fournisseur B, comme le fournisseur C. » Bien évidemment, ils ne fournissent pas les mêmes biens et services et surtout, ils n'appartiennent pas à la même typologie ou catégorie d'achat. Donc, moi, j'ai une arborescence où je classe tous mes fournisseurs, je les qualifie. Julien, je veux adosser mes questionnaires à cette segmentation achat. Donc, je prends ma petite baguette, mon petit bâton de pèlerin et je reviens les voir en leur disant « Ok, notre capacité, elle va être de délivrer des questionnaires d'évaluation de la performance adossés à vos familles, voire sous-familles achats, tout dépend du niveau de granularité qu'on veut donner. Et effectivement, plus on va pouvoir rentrer dans un niveau de finesse assez important, plus quand on va constituer de la donnée, on va avoir des cockpits d'évaluation de la performance qui vont être d'autant plus justes, fins, et on va pouvoir aller chercher de l'information d'autant plus fine. Tout le monde peut le faire, non pas forcément de manière aussi exhaustive au début, ça peut se cranter dans le temps, mais l'outil va vous aider potentiellement à exprimer toute cette valeur-là. Alors, l'outil, après, il ne fait pas tout, mais on a globalement, encore une fois sur l'étagère, des indicateurs de performance, la performance par catégorie achat, mon top 10 fournisseurs ou les bas 10 fournisseurs, comme je dis, c'est ceux qui sont complètement en bas de l'échelle et qui sont mauvais. Et là, il faut se poser la question de savoir si on les maintient ou non dans le panel. Et puis, on peut faire des choses un petit peu astucieuses. Ça se regarde un peu au cas par cas, mais croiser performance et risque. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Voilà. Et là, pareil, ensuite, autant vous avez vu tout à l'heure, je vous montrais un onglet de fiches fournisseurs dans Evalua autour du risque. J'ai un peu la même logique avec une homogénéité d'ergonomie qui est de dire j'ai vu il y a 10 minutes mon analyse de risque, je vais la croiser avec mon analyse de performance. Est-ce que je peux aussi avoir mes feux tricolores? Est-ce que je peux voir dans le temps, là vous voyez les petits graphiques en haut à droite, comment évolue ma performance pour ce fournisseur? Donc là, les outils aujourd'hui sont suffisamment puissants pour mesurer longtemps, faire des comparaisons semestre par semestre, année après année. On a tout un tas d'outils, je dirais, sur étagère et dans notre boîte de paramétrage pour affiner effectivement ces indicateurs standards et les déployer en fonction des besoins précis des directions achats. Super, merci Julien. Merci beaucoup pour cette explication. Donc, il y a un cas client en 1 minute et illustratif. En 1 minute, en 1 minute, ça va être très compliqué. Je vais prendre 1 minute 30. Je vais essayer de faire 1 minute 30. Petro-Ineos. Pourquoi on voulait vraiment vous parler de ce cas client? Parce que c'est un industriel qui, en plus, dans son contexte achat, que vous pouvez voir à gauche, donc un volume d'achat vraiment significatif et qui avait 2 marqueurs forts au départ avant de se doter de la solution Evalua. Il était très orienté papier, avec beaucoup d'appels d'offres qui étaient menés par email, avec des fichiers en pièces jointes à remplir, à compléter. Il y avait vraiment une optimisation, eux-mêmes le reconnaissaient, très forte à trouver pour industrialiser effectivement l'ensemble de leur processus d'appel d'offres, de suivi et de constitution de panel fournisseurs. Et c'est surtout un acteur industriel qui est Seveso. Seveso, ça veut dire que c'est un site industriel à risque. Je pense que tout le monde se souvient de ce qui s'est passé avec la catastrophe à Toulouse quand ça a explosé il y a 15 ans, à peu près 15 ans, je crois. Seveso, ça veut dire que tous les fournisseurs qui interviennent doivent être extrêmement regardés, suivis pour l'ensemble des travaux de maintenance. Donc, ils ont compris qu'effectivement, ils avaient un virage à prendre pour se doter d'une solution SIA-achat. Après échange et appel d'offres, en fait, ils ont fait le choix de travailler avec la solution Evalua, déjà qu'ils avaient sélectionné, et Fluxim comme partenaire intégrateur. Et en fait, on leur a mis en place effectivement le module de gestion de la relation fournisseur, des appels d'offres et puis d'analyse de la dépense. Le projet a duré 4 mois, 5 mois, donc en fait, ça a été assez rapide. Et il y a eu une adhésion des utilisateurs qui a été assez forte. Et une des fiertés de ce projet, c'est de se rendre compte qu'assez rapidement, non seulement ils ont gagné un temps très significatif sur la gestion de leur appel d'offres, un temps divisé par 3.
Il faut dire qu'ils venaient de loin, j'entends, mais ils ont reconnu effectivement, mesurant bien qu'ils avaient accéléré la gestion de leur appel d'offres. Ils avaient effectivement enfin réellement panélisé leur base fournisseur et défini des niveaux de qualification pour chacun d'entre eux. Et puis, ils ont fait quelque chose ensuite dans la continuité, c'est qu'ils ont défini le niveau de sous-traitance qu'ils allaient autoriser ou non à accepter auprès de leurs fournisseurs principaux, puisque toujours derrière le côté Céveso, ils n'étaient pas autorisés à autoriser trop de sous-traitance vis-à-vis de leurs fournisseurs. Alors nous, en tant que, on va dire, outil, comment on a fait? C'est qu'en fait, pour les aider à savoir quel était le niveau de clic et d'acceptation de cette sous-traitance, on a travaillé sur l'analyse de leurs dépenses. Combien de business ils donnent à chacun de leurs fournisseurs? On a rapatrié dans l'outil d'analyse de la dépense toutes les commandes faites avec les fournisseurs. On les a agrégées, on les a restituées sur un tableau de bord. Et ensuite, ils voyaient quel était le niveau de sous-traitance qu'ils étaient autorisés à donner sur leurs fournisseurs principaux, puisque, encore une fois, vu la particularité de leurs achats et le niveau de risque, ils ne peuvent pas se permettre de trop autoriser de sous-traitance vis-à-vis de certains fournisseurs. Voilà, pour les éléments principaux, c'est le plus rapidement possible. C'était une vraie aventure, c'était un sujet au-delà de la technologie super intéressant et on est ravis de les avoir accompagnés sur cette démarche. Et il y a encore beaucoup de choses qu'on va faire. Merci, messieurs, pour cette explication sur l'origine, la recherche et le suivi effectivement de cette donnée fournisseur, donnée, on va dire, élément constitutif de mon panel fournisseur. Donc, j'ai vu passer quelques questions. Est-ce que tu avais déjà peut-être un mot en 30 secondes pour la conclusion que Jean, tu veux peut-être faire préalablement? Et puis surtout, j'ai vu passer 2 questions pour l'instant. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a, je vous rappelle, l'environnement questions dédié à cela. Mais sinon, il y en a qui sont passés dans le chat, je crois. Pour qu'on puisse y répondre au mieux. Donc, parmi les questions… Alors, Jean, déjà, tu veux faire un mot? Très rapidement, peut-être pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, beaucoup d'informations, mais si on résume un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, la connaissance fournisseur, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui se met en place mais avec un réel impact performance derrière et un réel impact de pilotage, comme l'a montré Julien, qui permet de donner de la visibilité dans ses prises de décision, d'en augmenter la performance. Et si on résume un peu tout ce qu'on s'est dit, c'est 4 grandes composantes. Dans un premier temps, la donnée, c'est primordial. On ne fait pas de connaissances sans données, sans information, avec tout ce qu'il y a autour de la donnée, la mise à jour, la qualité, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Des processus, bien évidemment, des outils performants qui sont compatibles, qui s'intègrent entre eux. C'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus et ce qui fait sens. Et puis des hommes, bien évidemment, parce que il n'y a pas de solution standard qui marche pour toutes les entreprises. Donc, il faut à un moment donné se poser les bonnes questions, auditer son organisation, ses objectifs et puis définir des feuilles de route. Super, très clair. Alors, donc dans le chat, il y a une question, c'est… parmi les données évoquées, y a-t-il Acuity? Les données privées, parmi les données privées évoquées, y a-t-il Acuity? Bien sûr, il n'y a pas de restriction dans les données privées. Dès qu'une donnée fait du sens à être intégrée au moment du sourcing de la préqualification, on l'intègre. Ça fait partie des éléments au début du projet et qui sont primordiales pour moi, quel que soit le projet qu'on mène, c'est de se poser, de se demander quelles sont les données que j'utilise aujourd'hui, quelles sont celles que j'aimerais utiliser demain, et ensuite de créer cet écosystème. Donc pas de limite. Nous, chez Silex, il y a des solutions avec lesquelles on est en API standard parce qu'on a déjà des cas d'usage. Pour les autres, après, on crée des API en fonction des besoins clients. D'accord. Est-ce qu'il y a une restriction sur un niveau national ou c'est bien dans une logique internationale, cette recherche de fournisseurs? Alors, pas de restriction. On peut ouvrir des zones en fonction des enjeux achats de nos clients. Donc, non, pas de restriction. Après, on a la chance en France, en Europe et notamment en France, d'avoir une open data très, très large et très riche. Il y a d'autres zones sur lesquelles l'open data n'est pas aussi développée, mais on arrive à collecter de l'information via d'autres sources, notamment via des partenaires ou autres. D'accord.
Il y avait une autre question qui était intéressante aussi, c'était quel référentiel utilisez-vous pour une identification unique des fournisseurs? Alors, c'est vrai que c'est un sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je pense que ça, c'est au-delà de Silex. Hein, c'est des réflexions qu'il y a dans tous les outils, tous les projets informatiques. Hein. Quelle est la clé d'entrée? Quel est l'identifiant unique qui va me permettre d'éviter d'avoir des doublons dans ma base de données? Nous, c'est la première chose qu'on fait quand on travaille aussi avec nos clients, c'est de récupérer les bases de données des outils et puis de nettoyer un peu et de cleaner, on va dire, ces bases. Donc, nous, on a des identifiants uniques qui sont institutionnels. Donc, ça va être le numéro TVA intracommunautaire. En France, ça peut être un SIRET. Au niveau international, ensuite, on peut s'appuyer sur des identifiants via des partenaires, un BVD number ou un DUNS number. Voilà. Il existe aujourd'hui au niveau international des identifiants uniques qui nous permettent de rattacher ça et qui permettent aussi à nos clients, in fine, derrière, d'identifier dans leur base les doublons, les manquants, ceux qui ont changé d'identifiant, etc., etc. Donc, on s'appuie sur des bases institutionnelles ou sur des bases de partenaires. Top. Très clair. Eh bien, messieurs, un grand merci pour effectivement cette présentation qui se voulait à la fois explicite et puis démonstrative avec quelques cas concrets. Donc, dans un temps, vous avez compris, condensé. Donc, comme habituellement, donc comme dit en préambule, on va vous envoyer la présentation ainsi que le replay du webinaire. Et puis, bien sûr, évidemment, on se tient mutuellement à la disposition. J'ai pas compris. Ah oui, effectivement, il y aura un sondage également qui va vous être proposé. Si vous pouvez contribuer, ce serait sympa pour qu'on s'améliore. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Et bien sûr, on se tient à votre disposition pour échanger plus particulièrement sur vos besoins, contexte, pour voir effectivement si on peut y répondre. En tout cas, merci à tous de votre participation et puis au plaisir de vous voir prochainement. Merci à tous, très bonne journée. Et merci à Fluxim particulièrement pour l'invitation. Merci à toi, Jean. Au revoir. Bonne journée, au revoir.